Au commencement, il y eut Homère, tissant avec ses vers l'identité d'une Grèce épique, où les dieux et les hommes façonnaient les fondations de cette civilisation. L'Iliade et l'Odyssée ont marqué la naissance de ces récits, où la grandeur et la souffrance des héros se mêlaient aux caprices divins. De là naquit une forme littéraire qui, par son éclat et sa puissance, façonna l'imaginaire de tout un peuple. Mais les siècles défilent, les voix changent, et avec elles, l'épopée s'effrite, se transforme, et voit surgir de nouvelles voix, de nouvelles formes. La tragédie connaît le même chemin, depuis l'apogée des pièces de Sophocle et Euripide, jusqu'à la conquête de la Grèce par Alexandre. Ces deux genres, qui ont dominé la scène poétique et théâtrale, connaissent ainsi un déclin progressif, celui d'un monde où déités et braves, trop lointains, cèdent la place à une humanité plus intime, plus individuelle, avant de se voir doucement plongé dans l'ombre d'une romanité naissante. C'est en s'échouant sur les rivages aventureux et déchirants, en abordant les mythes glorieux et la condition humaine, que nous nous plongerons dans les ombres de l'épopée et de la tragédie. Bienvenue sur le navire. Le poème homérique naît des flots tumultueux de la Grèce antique à travers l'Iliade et l'Odyssée. Plus que de simples récits, ces œuvres sont l'âme d'un monde où Dieu et homme se côtoient dans une danse tissée de gloire et de destin. Elles marquent la naissance de l'épopée et annoncent les tragédies à venir. Composés en hexamètres dactyliques, ces écrits déploient une poésie de puissance et d'harmonie, où exploits héroïques et volonté divine se fondent en un chant millénaire. Leur langage, sculpté dans la tradition orale, repose sur des formules récurrentes, telles que l'aurore aux doigts roses ou Ulysse aux mille ruses, véritables clés de mémoire qui gravent les exploits des forts dans l'éternité. L'Iliade raconte la fureur d'Achille, cette colère à la fois céleste et humaine qui embrase Troie et incarne la fragilité des combattants face à l'inexorabilité de leur fin. L'Odyssée, elle, est un long voyage, une lutte contre l'inconnu où Ulysse affronte monstres et tempêtes, errant dans un monde que mortels et démiurges se partagent. Ces hymnes à la bravoure dépassent la légende. Ils sont l'âme de la société grecque archaïque, inscrivant dans chaque vers les valeurs de courage, d'honneur et de piété. Récités par les Aèdes lors des banquets et cérémonies sacrées, leur rôle n'était pas seulement de divertir, mais de créer un pont entre l'homme et le divin, de maintenir une transmission orale de la culture d'un peuple. À travers eux, les Grecs ont tracé la carte de leur monde et imprimé leur vision de l'existence dans une empreinte qui résonne encore à travers les âges. Hésiode, poète du 8e siècle avant notre ère, incarne l'essence de la poésie didactique, où les mots deviennent des guides éclairant le chemin de la sagesse. Dans la Théogonie et les Travaux et les Jours, il se distingue par une approche singulière mêlant tradition littéraire et rigueur morale. À l'inverse des épopées homériques exaltant batailles et héros, Hésiode adopte un ton plus intime, s'adressant directement à son frère Persès dans sa deuxième œuvre. Il n'exalte ni la guerre ni la gloire, mais prône un idéal fondé sur le travail, la justice et la piété. Son style épuré privilégie la clarté pour mieux transmettre des leçons essentielles. La Théogonie nous entraîne dans les origines du monde, proposant une généalogie des dieux. Plus qu'un récit de lutte et de souveraineté, c'est une mise en ordre du cosmos, un cadre où chaque force trouve sa place sous la loi des immortels. Les Travaux et les Jours, en revanche, nous plongent dans le quotidien des Grecs, décrivant les cycles agricoles, les saisons et la condition humaine, de l'âge d'or à l'âge de fer. Véritable manuel de vie, il prodigue conseils et récits exemplaires, illustrant la justice et l'éthique du travail, comme le mythe de Pandore. À travers ses œuvres, Hésiode tisse une vision du monde où le divin et l'humain s'entrelacent, où les gestes du quotidien résonnent avec l'ordre cosmique. Contrairement à Homère, qui célèbre l'héroïsme,
Il met en lumière la dignité du travail et la vertu comme fondement d'un monde juste. Son message, à la fois pragmatique et spirituel, nous invite à trouver dans l'effort et la sagesse la véritable grandeur. Depuis Homère et Hésiode jusqu'à la fin du VIe siècle avant notre ère, l'épopée n'aura été que l'écho grandiose de la guerre de Troie, une tapisserie tissée d'actions épiques et d'affrontements surnaturels. Mais alors, au premier souffle du Ve siècle, un genre nouveau naît de la voix des Aèdes, la tragédie. Ses racines plongent profondément dans le terreau des épopées homériques, où le destin des braves se tissait dans les fils du malheur et des Olympiens. Pourtant, une dimension nouvelle s'y introduit, un souffle de poésie qui ne se contente plus de célébrer les exploits, mais cherche à exprimer et à explorer la souffrance et le déchirement. Le chœur, acteur essentiel de ce théâtre naissant, trouve ses origines dans les dithyrambes, ces chants envoûtants dédiés à Dionysos, où la mythologie se déploie en une danse mystique. C'est de cette source duel que jaillit la tragédie, dont la musique dialoguera avec le protagoniste, soulignant la tension entre l'individu et son destin. Mais c'est Thèspis, audacieux, qui introduit l'idée du premier acteur distinct du chœur, donnant ainsi naissance à un théâtre où l'homme ne se confronte non plus seulement à la foule, mais à lui-même. Puis, Échille, dans un souffle de grandeur, élargit le champ de la tragédie, réduisant l'ensemble pour permettre à un second acteur de s'élancer sur scène. Dans ses œuvres, telles que l'Orestie, Immortel et Fatalité valsent majestueusement, et l'homme semble pris dans un tourbillon qu'il ne peut arrêter. Ces pièces, empreintes de la grâce des forces surnaturelles, soulignent l'implacabilité de la justice divine et le poids des décisions humaines comme des vagues écrasantes qui engloutissent les personnages. Dans l'ombre de Sophocle, le genre nouveau prend une nouvelle dimension. Il ajoute un troisième acteur, ouvrant un champ infini à la complexité des relations humaines. Les intrigues se multiplient, la psychologie des personnages se déploie avec une richesse sans pareille. Dans Oedipe, nous sommes plongés au cœur du dilemme moral et de la quête d'identité. Ici, la scène cesse d'offrir une simple confrontation entre le héros et les dieux pour devenir un miroir qui nous renvoie la réalité du choix et de sa pesanteur. Enfin, Euripide transforme ses protagonistes en êtres plus telluriens encore, déchirés entre leurs désirs, leurs failles et leurs tourments. Samédée nous révèle une figure complexe, une héroïne qui, bien loin de l'idéalisation des anciens, incarne l'intensité tragique des passions humaines. Méprisant les dieux et se vautrant dans la vengeance, elle devient le visage de cette rupture avec les lois des hommes et la loi céleste, en une vision poignante de l'être humain en proie à ses plus sombres tourments. Pendant que le tragique croît en Grèce, Pagnasis s'impose comme un maître de l'épopée, tissant dans ses vers un dialogue entre mythe et histoire. Bien que l'Héraclée hélionique soit en grande partie perdu, son nom résonne encore, attestant de son influence sur la poésie épique. À ses yeux, cette dernière n'est pas qu'un récit de hauts faits. Elle est une manière de comprendre le monde, de donner un sens aux drames et aux exploits. Par son art, il fusionne tradition et réalité, mêlant légendes et échos d'événements historiques, ancrant ainsi le fantastique dans le tangible. Il ne célèbre pas seulement la grandeur des dieux, mais inscrit leur puissance dans une chronologie vivante, où les figures mythologiques deviennent reflets des luttes et des valeurs des Grecs eux-mêmes, bien plus encore que chez ses prédécesseurs. Cette approche dépasse la simple esthétique. Elle participe à la construction d'une identité culturelle affermie, où le poème s'impose en tant que mémoire collective et miroir du destin grec. Son influence dépasse son œuvre. En intégrant les légendes au passé historique, il ouvre la voie à une littérature plus profonde, où la bravoure côtoie la réflexion sur la nature humaine. Sous son impulsion, les textes ne se contentent plus de raconter. Ils questionnent le destin et mêlent grandeur divine et identité grecque.
Ainsi, Paniasis d'Halicarnasse ne se contente pas d'écrire, il forge une vision du monde. Son œuvre fragmentaire demeure une source d'inspiration pour ceux qui explorent le lien entre passé mythologique et culture attique, entre la voix des héros et les murmures de l'histoire. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, la tragédie grecque s'épanouit sous une forme nouvelle, modelée par les bouleversements sociaux et politiques de l'époque. Les dramaturges, audacieux et créatifs, utilisent la scène pour créer des décors grandioses et un réalisme renforcé. Les acteurs, vêtus de manière spectaculaire, donnent vie à un monde divin où le visible et l'invisible se confondent, renforçant ce genre en tant que reflet de l'humain. Cependant, cette magnificence ne se borne pas à l'esthétique. Sur le plan politique, la tragédie devient un moyen d'exprimer les tensions internes des cités grecques, divisées entre démocratie et oligarchie. Les auteurs interrogent le pouvoir, la justice et la responsabilité, avec une acuité qui reflète les luttes existentielles des Grecs face aux changements politiques de leur époque. Lorsque l'ombre d'Alexandre le Grand plane sur le monde, les cités grecques, emportées par l'expansion macédonienne, voient arriver la fin de leur autonomie. Les pièces se transforment et la scène perd son rôle civique. L'écho des luttes politiques s'efface au profit d'un théâtre où l'art tragique se réinvente dans un monde moins engagé. Pendant l'ère hellénistique, il prend un tournant nouveau. Avec Alexandre de Paphos, il se fait plus intime, explorant les passions humaines et les conflits intérieurs des personnages dans leur individualité. Loin des débats politiques, les dilemmes existentiels et psychologiques deviennent le cœur de l'action. Le genre littéraire perd de sa profondeur pour n'être que le miroir d'une intimité où la vie personnelle prime sur le destin d'un peuple. Ainsi, la tragédie évolue, de sa grandeur et de son engagement politique du IVe siècle à l'introspection de l'ère hellénistique. Elle reflète les transformations profondes de la société grecque antique et tente de se réinventer. Mais le théâtre latin, plus désireux de légèreté, la délaisse peu à peu au profit de la comédie. La scène du jeu remplace celle de la mimésis. L'épopée hellénistique marque un tournant dans la poésie grecque, semant les graines d'une révolution littéraire qui franchit les frontières de la Grèce pour toucher Rome. À travers l'œuvre d'Apollonios de Rhodes, poète du IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'art épique se transforme. Les Argonautiques, récit du périple des Argonautes en quête de la toison d'or, devient le manifeste d'une nouvelle esthétique. Le poète, avec sa plume raffinée, mêle passé et présent, reprenant la tradition classique, tout en offrant une vision plus intime et psychologique des héros et de leurs aventures. En effet, ils ne sont plus les figures collectives d'actions grandioses, mais des personnages plus terrestres, marqués par leurs tourments intérieurs. Loin de l'héroïsme brut des épopées homériques, les poèmes de cette époque explorent toujours plus les luttes humaines, comme le montre cette Médée qui massacre son propre frère, déchirée entre amour et vengeance, nous révélant à quel point les décisions individuelles façonnent les destinées. Le langage d'Apollonios est tout aussi novateur. Son verbe vibrant et jeune fait écho au mythe tout en offrant une lumière nouvelle. Le souffle épique se fait ainsi, à l'image de la tragédie de ce temps, encore plus intime et personnel, proche des âmes errantes et des rêves d'aventure. Cette évolution trouve ses racines dans l'alexandrinisme, un courant poétique alliant érudition et sophistication. Apollonios, à la croisée des traditions, mêle éléments raffinés et complexité, marquant une évolution vis-à-vis des épopées plus anciennes. Il ouvre la voie à une poésie plus dense et intellectuelle, où chaque mot porte en lui une finesse, une émotion. Son influence va au-delà de la Grèce, inspirant Virgile dans l'Énéide. Ce dernier tisse un lien entre l'épopée grecque et la culture romaine, unissant passé attique et futur impérial, fatalité héroïque et destin collectif,
ancrant profondément la culture latine à son héritage hellène. Cependant, avec l'ascension de Rome, les légendes anciennes se voient reléguées au second plan. Les récits de gloire et de tragédie cèdent de la place à de nouveaux genres, comme la poésie lyrique. L'épopée grecque trouve son dernier éclat dans les adaptations romaines, avant de disparaître de la poésie, tout en restant pour toujours dans la mémoire européenne. Venu des abysses mythologiques et des songes d'oracles, l'épopée et la tragédie grecque se sont tissées en une fresque éternelle où les hommes, pris dans les entrelacs du destin, dansent, s'élèvent et sombrent sous l'influence des dieux. L'Iliade, furieuse de colère, et l'Odyssée, errant dans l'océan de l'inconnu, tracent les premiers chemins de l'héroïsme et de la quête intérieure, immortalisant l'âme grecque dans des vers gravés dans la mémoire collective. Tandis que l'écho d'Homère résonne encore, Hésiode nous guide vers un monde où la sagesse se cache dans la poussière des champs, où la justice et le travail, rythmés par les saisons, forgent l'équilibre de l'existence. Mais tout cela n'était que l'aube de l'ère tragique, où les tragédiens, tels des sculpteurs de l'âme, ont façonné des drames où l'être se débat, non seulement contre ses ennemis, mais contre lui-même. Des récits d'amour, de vengeance et de grandeur naissent des ombres et des feux, des voix de cœur et des silences de héros. Dans les murmures des Argonautes, les braves ne sont plus les conquérants invincibles des époques passées. Ils deviennent des êtres déchirés, habités par leurs contradictions, fuyant le surnaturel pour se heurter à leurs passions humaines. C'est là, dans la douceur de cette fragilité, que l'épopée grecque s'achève, ou plutôt se transforme, laissant derrière elle l'empreinte d'une civilisation dont l'essence se trouve, au-delà des exploits, dans un jeu entre Apollon et Dionysos. De la gloire épique au destin tragique, la poésie grecque n'a cessé de dialoguer avec les cieux et les hommes, chaque époque donnant à l'autre son souffle, et chaque vers une part de son âme.